des architectes paysagistes. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. La lumière joue sur les terrasses de Powerscourt, lui donnant un air de jardin italien. Nous sommes pourtant en Irlande, au sud de Dublin, dans le comté de Wicklow. J'ai l'impression d'entrer sur la scène d'un théâtre, observé par des visages de marbre. En retrait du grand jardin classique, des espaces plus intimes surprennent le promeneur. Ce jardin irlandais, aux inspirations multiples, incarne 4 siècles d'histoire. Initié par la famille de Wingfield au XVIIIe siècle, Powerscourt est l'œuvre de l'architecte paysagiste anglais Daniel Robertson. Aujourd'hui, ce domaine privé reste une fierté nationale pour son histoire, ses arbres remarquables, sa statuaire et son intégration au cœur des magnifiques panoramas irlandais. John Ducey est depuis toujours un amoureux de Powerscourt. Cette admiration est même à l'origine de sa vocation professionnelle, il est historien des jardins. John, quels sont les éléments à Powerscourt qui permettent de relier le jardin au grand paysage et d'orchestrer cette magnifique vue sur les collines environnantes? Il y a cette remarquable série de terrasses qui conduit jusqu'au lac, qui réfléchit à son tour le paysage des montagnes environnantes. Les terrasses le relient ainsi de manière très intelligente au château. Mais ça n'est pas en ligne droite. Ça a l'air symétrique, mais ça n'est pas symétrique. C'est une solution extrêmement habile à un problème paysager de taille. L'espace à gauche est plus grand que l'espace à droite, où il y a la montagne. Et ce sont les arbres qui donnent l'équilibre. On a des arbres plus hauts à droite, plus petits à gauche. On a plus de rondeur là et moins ici. La masse de la montagne est compensée par celle des arbres. Voilà comment ça marche. L'aspect de la montagne, tondu par les moutons, trouve un écho dans les pelouses du jardin. Le vert est la couleur dominante, là-bas comme ici. Et on trouve aussi cette lumière grise, si caractéristique de l'Irlande. Elle est réfléchie par l'eau du lac. Tout cela présente un aspect cohérent et organise la vision d'ensemble. Et alors, est-ce que quand on qualifie le jardin de jardin italien, on est sur la bonne voie quand on regarde Powerscourt? Powerscourt est un jardin inspiré par les idées du jardin italien, utilisé de manière irlandaise. C'est comme regarder une carte postale d'Irlande à travers le prisme d'un jardin italien. L'un des traits les plus caractéristiques de ce jardin, ce sont les pentes des terrasses. Elles fonctionnent ici pour un certain nombre de raisons. La première étant évidemment la lumière, qui change en permanence ici. La technique qui a été utilisée pour créer ces pentes est remarquable. Des petites briques de pelouse ont été découpées
empilées les unes sur les autres, pour construire des murs, en sculptant la pente au fur et à mesure. Ça a demandé plus de 10 ans à une centaine d'ouvriers pour parvenir à ça. Pendant plus de 3 siècles, Powerscourt est resté la propriété des Wingfield. En 1961, la famille anglaise Slazenger fait l'acquisition du domaine. La directrice, Sarah Slazenger, s'inscrit dans le droit fil de l'œuvre des vicomtes de Powerscourt. Sarah, qu'est-ce qui a motivé la création de ce jardin aussi édifiant, aussi remarquable ? C'est la reine d'Angleterre, Élisabeth Ier, qui a accordé le domaine de Powerscourt à l'un de ses généraux. L'histoire raconte que lorsqu'il arriva à sa cour, après avoir remporté une grande bataille, la reine lui demanda « Sir Richard, quelle récompense désirez-vous pour votre bravoure ?» Et il était si galant qu'il lui répondit « Votre Majesté, l'écharpe autour de votre cou est la seule récompense que je souhaite. » La reine fut si charmée par ses propos qu'elle lui donna non seulement son écharpe, mais aussi le domaine de Powerscourt. Sir Richard Wingfield devient le premier vicomte de Powerscourt en 1740. Ses descendants développeront le domaine sur plusieurs générations. En 1740, lorsqu'il bâtit la maison initiale, il construit un jardin formel, dans le même style que le château. Au XIXe siècle, le 6e vicomte, qui était très intéressé par les jardins, avait visité les grands jardins classiques en Italie, en France et en Allemagne, cherchant l'inspiration pour son propre domaine de Powerscourt. Il voulait quelque chose de grandiose, quelque chose que d'autres grands propriétaires terriens pourraient admirer. Il collectionna de nombreuses statues et d'autres œuvres d'art rapportées de ses voyages en Europe. Mais il mourut brutalement. Et c'est son fils Mervyn, le 7e vicomte, qui va réaliser la vision que son père avait pour le jardin. Ce que cette famille anglo-irlandaise a réussi à fabriquer ici, c'est vraiment comme une sorte de poche pacifique dans un territoire qui était très hostile à cette époque. L'époque où ce jardin a été créé était une époque très difficile en Irlande. Il y avait une très grande pauvreté et nous avons souffert de la grande famine en 1840. Des millions de gens sont morts de faim et beaucoup ont choisi d'immigrer vers le Nouveau Monde. Le 7e vicomte était très préoccupé par le bien-être des gens qui vivaient autour de Powerscourt. Il est devenu très populaire car il a fourni de nombreux emplois lors de la construction de son jardin. Les gens d'ici avaient donc beaucoup d'affection pour cette famille, mais également pour le domaine de Powerscourt qu'ils avaient contribué à construire. Ils en étaient très fiers. Le jardin s'organise autour d'un axe monumental qui relie par un dénivelé en terrasse la demeure au bassin du Triton. Des parterres de fleurs se déploient au centre de vastes pelouses. Au nord-est du jardin italien, l'arboretum et le jardin japonais offrent des espaces de promenade plus intimes. Au sud-ouest, le bassin des Dauphins prolonge la grande bordure herbacée située dans l'ancien potager. En fond de vallée, une rivière relie la cascade à la promenade forestière le long d'une allée de séquoias et d'une forêt de conifères géants. Au XIXe siècle, le 7e vicomte de Powerscourt rêve d'avoir une forêt au sein du domaine.
Il crée alors un arboretum dans lequel il expose des spécimens remarquables. Aubrey Fennell est chargé de répertorier les espèces arborées d'Irlande. Aubrey, nous sommes dans le grand arboretum de Powerscourt. Quand est-ce que cette collection a été créée ? Cet arboretum a été créé dans les années 1860 comme extension des jardins formels. C'est un jardin d'agrément, un endroit où l'on peut se promener tout en admirant les arbres. Les arbres qui sont là proviennent d'une région découverte depuis peu à l'époque, la côte pacifique des États-Unis. Ils ont été plantés de manière informelle, de façon à ce qu'on les admire à distance. Ils ne sont pas trop regroupés, ils ont été mélangés avec des espèces à feuilles larges qui ont des formes incroyables. Il ne s'agissait pas pour autant de créer une collection botanique, mais d'offrir une promenade esthétique. Aubrey, ce Douglas, qui est un arbre extrêmement commun dans les forêts européennes, était-il considéré au XIXe siècle comme un trésor ? Oui, c'était le cas. Et ce pour plusieurs raisons. D'abord, lorsque ces arbres ont été découverts, des graines ont été rapportées en 1828 par David Douglas, un fantastique collectionneur écossais de plantes. Ce sont des arbres magnifiques dont on ignorait l'existence et ils sont très heureux dans ce climat humide. C'était aussi sans doute le plus grand arbre jamais découvert. Très rapidement, il prit beaucoup de valeur grâce à son bois et tous les plus grands et plus anciens arbres furent détruits. Comme vous pouvez le voir, cet arbre est vraiment impressionnant. C'est le plus grand arbre d'Irlande. Il a environ 150 ans et mesure 61 mètres. Il touche quasiment le ciel, comme aucun autre en Irlande. Nous avions d'autres grands conifères en Irlande, mais pas comme celui-là. Le 7e vicomte de Powerscourt n'a pas pu apprécier de son vivant l'évolution de l'arboretum, qui a pourtant considérablement modifié le paysage du domaine. Ses descendants ont continué à imaginer d'autres espaces exotiques. Un jardin japonais a ainsi été élaboré, style très en vogue en Europe au début du XXe siècle. Il abrite une curiosité, une petite grotte à ciel ouvert. John, nous sommes dans la grotte de Powerscourt. Pour quels usages tous ces jardins, toutes ces atmosphères étaient-ils conçus au départ ? Nous sommes ici dans la partie la plus ancienne du jardin. Cette grotte est contemporaine du grand jardin baroque créé au XVIIIe siècle, qui accueillait de grandes réceptions. On est alors à la grande époque des chaperons. Les couples ne pouvaient pas rester seuls. Ils étaient constamment accompagnés. Et tout ce qu'ils se disaient pouvait être entendu. Il y avait alors plus d'une centaine de serviteurs au château, qui pouvaient épier le jardin depuis chacune des fenêtres.
Nous sommes donc ici dans un endroit où l'on pouvait être hors de vue et avoir une conversation privée. Cette grotte était particulièrement utilisée par les dames. Elles portaient des corsets qui les empêchaient de respirer. Leur maquillage était fait de cire et fondait au soleil. Elles ne pouvaient donc pas s'exposer longtemps et rechercher des endroits ombragés comme celui-ci où il fait toujours frais. Elles pouvaient y trouver refuge, s'asseoir et boire des boissons qu'elles mettaient à rafraîchir dans l'eau qui ruisselle. Puis, à partir de 1908, les propriétaires ont créé le jardin japonais, qui se trouve juste à côté de nous. Le but de ce jardin est alors le divertissement de la famille, de leurs amis et invités. Nous sommes au début du XXe siècle. C'est maintenant l'époque du jazz, des cocktails. Mais ce premier petit jardin a été conservé. Et c'est toujours un endroit intime où l'on peut se retrouver et discuter en privé. Au XIXe siècle, tout jardin anglais se doit d'intégrer des mixed borders, des bordures mélangées. Powerscourt n'échappe pas à la règle. Celle dessinée dans l'ancien potager compose au printemps et en été une merveilleuse palette de couleurs de fleurs vivaces. Rosemary est apprentie jardinière. Elle assemble une structure avec de jeunes tiges de cornouiller pour maintenir et rassembler les vivaces indisciplinées. C'est un bon support pour résister au vent, aux orages et à tout ce qui peut arriver en fonction de la météo. Et donc là, effectivement, on va avoir les sédums qui vont pouvoir pousser, je pense, encore une vingtaine de centimètres. Ils seront maintenus sur le haut par la partie arrondie du dôme et puis aussi sur les côtés. Ça marche super bien. Rosemary, quelles étaient les plantes qu'on pouvait rencontrer au 19e et qui sont encore dans les massifs fleuris aujourd'hui? Les plantes les plus traditionnelles sont les géraniums que nous avons là, le fenouil brun et les delphiniums. Elles poussent ici depuis toujours. Et puis on a ces énormes échiums là, qui poussent. En effet, les échiums poussent particulièrement bien aux îles Canaries et ici aussi. Les abeilles les adorent. Ils poussent très haut, cela attire l'œil. Ils poussent très bien dans les régions de la Méditerranée, sur des sols rocailleux, des falaises. Ils ont tendance à pousser le long du sol, puis leurs tiges se dressent en hauteur. C'est donc une plante assez originale qui fait beaucoup parler d'elle. Quand on est là, dans ce jardin clos, avec des murs d'époque, on sent que l'histoire a été préservée. Lorsque les visiteurs partent le soir ou avant qu'ils n'arrivent le matin, il y a un sentiment de paix, de quiétude et de silence. Il y a un parfum d'histoire qu'on sent partout, en se promenant ou en travaillant. Je suis très fière d'en faire partie. Dans la vallée, une majestueuse allée de séquoias s'ouvre sur la forêt et prolonge le jardin jusqu'aux confins du domaine. Alex Lazenger est le chef jardinier de Powerscourt. Il poursuit l'œuvre des premiers vicomtes dont les idées audacieuses ont façonné le paysage. C'est une magnifique allée. C'est une partie qui reste pour moi légèrement inachevée. Et ça me permet de pouvoir terminer le travail commencé il y a 100 ans. Je peux mettre en pratique un certain type d'aménagement où l'on sélectionne certains arbres et on s'assure qu'ils donnent leur maximum. Cela signifie aussi enlever d'autres arbres à côté, faire de l'élagage ou encore en abattre certains qui peuvent être dangereux et endommager un autre arbre. C'est une façon de travailler en pensant au futur. Alors Alex, ça c'est extraordinaire que vous raisonniez à très long terme. Et là on le voit bien avec cette grande allée de séquoias. Ils n'ont que 150 ans.
Ils ne font que 50 mètres de haut, ce sont des adolescents. Il va falloir imaginer à quel point ce décor va changer dans les 2, 3, 4 prochains siècles. Oui, nous sommes constamment en train de penser au futur. Je passe beaucoup de temps à travailler sur la préparation, à penser à l'endroit où je vais planter tel arbre. Pour moi, on ne suit pas des chemins dans le jardin, on suit des plantes. Par moment, vous pouvez voir un arbre qui semble intéressant plus loin, et cet arbre devient votre objectif à atteindre. Et pendant ce temps, vous traversez toutes ces plantes et toutes les émotions qui vont avec dans cette zone. Par exemple, ici, autour de nous, il y a une magnifique allée de séquoias, des sapins, des pins Douglas, des araucarias, qui traversent la propriété jusqu'à la cascade. C'est une partie encore complètement différente, qui donne de nouvelles émotions aux visiteurs. Alex a commencé à déboiser la forêt qui jouxte les séquoias pour mettre en scène la singularité de chaque arbre. Comment vous imaginez l'aménagement de cette forêt et de cette promenade le long de la rivière? Je l'imagine comme une forêt jardinée. Un endroit où les gens pourraient se promener, voir les arbres et admirer à quel point ils sont spectaculaires. Il y a un mélange d'arbres ici, mais il y a une partie où seuls poussent les araucarias. C'est l'une des plus anciennes plantations du pays. Je vois cette forêt d'araucaria comme une sorte de jardin préhistorique. On dirait que ces arbres ont grandi au temps des dinosaures. Ils sont vraiment très intéressants. J'aimerais que cette partie du jardin soit amusante. Ce sont des arbres que les gens voient très rarement. Malheureusement, nous avons de nombreuses espèces invasives. Elles ont été apportées à l'époque victorienne, en pensant que ce serait la base d'une richesse botanique, comme par exemple le rhododendron ponticum. Mais ils n'ont pas réalisé qu'un jour ces plantes deviendraient incontrôlables et créeraient un problème. L'idée, c'est de débarrasser tout ça dans cette zone pour qu'on puisse voir les arbres. Comme vous le savez, ils ont un tronc très droit, avec une tête en forme de boule. Il faut donc qu'au niveau du sol, tout soit dégagé pour pouvoir apprécier l'ampleur et la taille de l'arbre. En jouant avec le paysage pour concevoir de nouveaux espaces, Alex continue d'imaginer les jardins de Powerscourt, comme ses prédécesseurs l'ont fait au XVIIIe siècle. Mais aujourd'hui, seuls 5 jardiniers entretiennent cet immense domaine. Alex, on ne peut plus jardiner Powerscourt comme on le faisait au XIXe siècle. Les moyens financiers ont changé, le nombre de jardiniers a changé. Par ailleurs, il y a de nouveaux enjeux, des enjeux climatiques, des enjeux économiques, des enjeux écologiques. Toi, en tant que jeune chef jardinier, en tant que successeur de la famille, comment te positionnes-tu ? Il y a une nouvelle génération de jardiniers qui arrive, en particulier en Irlande et en Angleterre. Cela permet d'apporter de nouvelles idées et de nouvelles approches concernant les techniques du jardinage. Et je ne pense pas que les jardiniers devraient avoir peur de prendre des risques, de faire des expériences avec les plantes. Lorsque ce jardin a été créé, j'imagine que tout n'a pas été réussi du premier coup, que c'était impeccable immédiatement.
Ils ont forcément fait des erreurs. Ils ont dû apprendre de leurs erreurs. Ils ont probablement dû refaire les choses 2, 3 ou 4 fois. On ne peut pas se rendre compte de cela comme jardinier, car on voit seulement le résultat final. Mais les vicomtes de Powerscourt ont pris des risques avec toutes sortes de plantes. Et c'est quelque chose que je souhaite continuer ici, que j'aimerais développer pour en faire vraiment un jardin du XXIe siècle, avec des idées qui attireraient la jeune génération et leur permettraient de s'impliquer davantage. J'aimerais qu'ils apprécient ce genre de jardin très vaste et qu'ils en voient le potentiel.